Bonjour à tous, bienvenue dans la séance numéro 5. On va débuter l'étude du JavaScript aujourd'hui. Ce que j'ai fait ici, j'ai sorti une des diapos du premier cours pour qu'on se situe dans l'ensemble de la session. On a complété les 4 premiers cours qui forment le bloc 1 que j'ai appelé l'introduction au web. Et là, nous sommes rendus au cours 5. On va débuter l'étude du JavaScript qui va durer 4 cours, qui est le bloc 2. Et pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on regardera le menu détaillé dans un instant, on va faire une introduction à JavaScript. Et aussi, je dirais, à certaines idées communes pour tous les langages de programmation. J'en profite pour faire un petit rappel sur le graphique ici là, que je vous ai montré au premier cours. Je dirais que le niveau de difficulté rendu au bloc 2 passe au niveau supérieur, sans dire que c'était facile les 4 premiers cours. Jamais je dirais que la programmation c'est facile. Je pense que le cours 5 est un peu plus difficile. Alors, essayez de vraiment maximiser votre préparation et votre révision après les cours pour vous donner une chance d'arriver à la fin du bloc, quand on va faire le cours d'intégration à la séance 8, avec le plus d'outils possible, avec la meilleure compréhension de chacun des concepts. Vous verrez là, sinon que quand on assemble des concepts ensemble, si on ne les comprend pas bien de manière unitaire, l'assemblage est vraiment difficile. Petit rappel, je vous laisse gérer vos choses comme vous le souhaitez, mais c'est juste pour vous aider. Maintenant, le cours d'aujourd'hui. On va débuter avec une intro très haut niveau à JavaScript. Je vais vous montrer comment Amazon, de manière très rapide, je ne vais pas passer au travers de leur site au complet, mais je vais vous montrer quelques exemples de JavaScript sur le site d'Amazon. Point 2, on aura les variables et les données. C'est un sujet qui est, commun à tous les langages de programmation. C'est d'ailleurs ce que vous allez pouvoir constater quand on va faire le PHP au cours 9. Ici, on va introduire les variables et différents types de données. Point 3, on va parler des algorithmes. Je vais introduire l'idée de l'algorithme et on va voir le premier bloc qui nous permet de construire des algorithmes qui s'appelle la condition. On verra la répétition au prochain cours, cours 6. Et il y a aussi la séquence qui viendra un peu plus naturellement en écrivant du code. On a 3 blocs unitaires en algorithmie. On verra la condition aujourd'hui. Point 4, c'est une démonstration. Ça va vous donner, je dirais, un petit peu d'espoir sur ce qui s'en vient pour les cours 6, 7 et 8, parce que ce qu'on fait aujourd'hui reste très théorique. Alors, au point 4 de la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir un aperçu sur comment le JavaScript peut nous aider à rendre notre page interactive. Donc ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Il y aura 4 capsules. 1, 2, 3, et on aura 4 et 5 ensemble dans la dernière capsule. Allons-y, petit rappel avant de se lancer dans le code ou quoi que ce soit d'autre. Le JavaScript, c'est le 3e langage de programmation client. On a parlé déjà du HTML et du CSS. On a vu que le HTML définit la structure de la page, CSS définit l'apparence de la page, et le JavaScript définit l'interactivité des éléments et donne du dynamisme à la page. Et je fais la séparation entre interactivité et dynamisme parce que ça veut dire 2 choses différentes selon moi, selon mon expérience. L'interactivité, c'est comment un élément peut avoir un impact sur un autre élément. Je vous donne un exemple très simple. Vous cliquez sur un bouton, il y a une fenêtre modale qui apparaît, ou vous cliquez sur la flèche d'un carrousel et le carrousel glisse. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler l'interactivité. Quand j'agis ici, il y a une réaction ailleurs. Et maintenant, le dynamisme, c'est au sens algorithmique, c'est-à-dire qu'on peut se servir du JavaScript et aussi d'un langage back-end, comme on fera dans les cours 9 à 11, pour rendre nos éléments dynamiques. Si je n'ai que du HTML et du CSS et que je crée une page web, à titre d'exemple, pour afficher des albums de musique, je vais devoir créer plusieurs pages web différentes si je veux avoir plusieurs versions différentes. Par contre, avec un langage comme le JavaScript, je pourrais définir un algorithme qui génère ces albums de musique-là et donner un intrant à mon algorithme pour que le résultat final soit différent. Alors, je pourrais avoir un algorithme qui prend, exemple, un tableau de CD, d'album, et qui génère plusieurs cartes Bootstrap en fonction de ce qui a été mis en paramètre d'entrée. Alors là, mon résultat, mes cartes ne sont pas interactives proprement dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises si je clique sur une carte versus une autre, mais mon algorithme rend ma page dynamique. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs versions de la page avec le même algorithme, mais juste en changeant un paramètre d'entrée. Et là, bon,
C'est normal, c'est très théorique pour l'instant. On débute le bloc 2, donnez-vous la chance. L'interactivité, je dirais, avec le JavaScript va être comprise assez rapidement. Le dynamisme aussi, mais le dynamisme va être plus facilement expliqué quand on va tomber dans le bloc 3. Okay, bon. Si vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit, ça va aussi, là, on aura la chance de se pratiquer pour les cours 5 à 8. Avant de se lancer dans cette petite définition-là, j'aimerais ça ouvrir ici Amazon, amazon.ca, et vous donner quelques exemples d'interactivité et de dynamisme. Et juste pour qu'on mette la table pour le rôle du JavaScript. Comme j'ai dit tantôt, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on se rende à faire ça nous-mêmes. Il va falloir mettre les bases de la programmation, les types de données, les algorithmes, les variables, tout ça. Alors, pour un petit bout de temps, on ne va pas faire des choses aussi excitantes que ce que je vais vous montrer ici, mais on va se rendre là éventuellement. Quand on sera au cours 7 et au cours 8, et quand on fera les exercices intégrateurs, quand vous allez faire un projet de session, ce que vous allez faire va être de ce calibre-là. Alors là, on se donne une chance, on va débuter, mais je vais vous donner des exemples. Si je viens ici sur ce qui s'appelle un menu hamburger, les 3 petites lignes horizontales, et que je clique dessus, vous avez vu, il y a un menu qui a glissé, qu'il y a une transition. Ça peut être fait avec du CSS, mais l'action de recevoir le clic et d'afficher un autre élément, c'est géré avec JavaScript. Si je clique sur une catégorie, on voit que de l'interactivité, j'ai pu cliquer pour afficher un autre élément, ça a fait glisser ce menu principal-là vers la gauche pour voir le menu secondaire. Je peux revenir en arrière, je peux cliquer sur le X pour fermer ma composante. Alors là, on a de l'interactivité dans notre page, on est capable d'influencer l'apparence ou même la structure de la page en prenant des actions sur des éléments. Je vous donne un autre exemple. Ici, on a un carrousel en haut de la page. Alors, on voit une première image. Si je clique sur la flèche de droite, on voit la deuxième image et il y a eu un effet de glissement. Troisième image. Et là, c'est un mélange savant de CSS et de JavaScript. Ce n'est pas juste du JavaScript parce que le glissement peut être fait avec CSS, mais la réception de l'événement de clic et la gestion, qui a ajouté une classe CSS, coordonner le tout, c'est fait avec du JavaScript. Là, je clique encore. Alors ça encore, c'est de l'interactivité. Je vais vous donner un ou deux des derniers exemples. Si je clique sur ici, sélectionnez votre adresse, j'ai une fenêtre modale qui apparaît. Ça, c'est le nom pour ce qui vient de se passer. Et là, je pourrais saisir des informations. Et si je clique à côté, la fenêtre modale disparaît. Donc, la gestion de la fenêtre modale, c'est fait avec du JavaScript et aussi un mélange savant de CSS. Et là, il y a plein d'autres exemples, d'autres carousels ici qu'on pourrait regarder. Je pourrais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je tape dans la barre de recherche en haut. Donc, je recherche dog food, ou nourriture pour chien. Vous voyez toutes les suggestions qui apparaissent pour moi. Bon, il y a un appel qui est fait vers un serveur pour récupérer différentes suggestions pour la barre de recherche et elles sont affichées par la suite. Alors, cette gestion-là, là encore, il y a du CSS et du JavaScript, mais la coordination, recevoir l'événement de taper. Okay, quand je tape ici, recevoir l'événement, aller chercher la valeur dans le champ, la prendre, l'envoyer au serveur, recevoir le résultat, mettre à jour les données, que je supprime ici, les données de suggestion. Okay, tout ça, c'est coordonné avec JavaScript. Et là, ça encore, c'est de l'interactivité. Maintenant, quelques exemples plutôt de dynamisme. Je viens dans une catégorie, Winter Footwear. Cliquez dessus. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs produits. Et j'ai une image, un titre, un prix, une évaluation. Et c'est répété pour tous les produits. Et si je venais dans une autre catégorie, OK, moi je ne sais pas, je venais dans les souliers athlétiques pour femmes. Et là, je regarde ici qu'est-ce que j'ai. OK. Je vois que j'ai une image, un titre, un prix, une évaluation. Okay. Très, très similaire à ce que j'ai ici. Et là, je pourrais générer toutes sortes de pages différentes en me servant du même, appelons ça un template de base, pour tous les produits que je désire afficher. Alors, j'ai un template de base avec une image, un titre, un prix, une description, un prix, une évaluation, pardon. Et là, je génère le résultat final avec un algorithme. Je n'ai pas N pages différentes. En fait, j'ai une page qui utilise un algorithme avec un entrant qui génère un résultat différent. Et ça, c'est ce que j'appelle le dynamisme. Okay, ce n'est pas un système qui est statique, c'est un système qui est dynamique,
qui peut varier en fonction de ce qu'on lui donne en paramètres. Un peu plus difficile à comprendre, et ça, je dirais que nous, on va surtout se servir du back-end, donc du PHP avec le serveur de base de données MySQL, pour générer nos pages dynamiquement. Mais ça se fait très bien en JavaScript, et je dirais que plus le temps passe, plus les développeurs vont se servir de librairies ou de framework, mais appelons ça une librairie comme React, en front-end pour donner ce dynamisme-là à la page, qui n'est pas la même chose que l'interactivité. J'espère que ça vous a donné un petit peu une idée de c'est quoi l'interactivité. Je pense que c'est surtout ce qui est à retenir, là, c'est quoi l'interactivité et aussi c'est quoi le dynamisme. Maintenant, je vais vous donner deux définitions un peu plus formelles. C'est quoi un langage de programmation et c'est quoi un algorithme? Un langage de programmation, je vais le lire, c'est une notation conventionnelle qui est destinée à formuler des algorithmes et aussi, bien évidemment, à produire des programmes informatiques, mais dans le fond, un programme informatique, c'est une combinaison d'algorithmes. L'algorithme, c'est quoi? C'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat. Qui est non ambigu, il y a d'autres termes plus techniques, comme le déterminisme, des choses comme ça, mais le but, c'est d'avoir une séquence d'opérations ou d'instructions qui produisent un résultat donné. Si on veut faire une métaphore, on peut se servir d'une recette de cuisine. Alors pour la recette de cuisine, on a des ingrédients et on a des étapes, et le résultat final devrait être le même si on suit les mêmes étapes avec les mêmes ingrédients. Alors, notre algorithme, c'est notre recette de cuisine. On verra un exemple aujourd'hui où on va présenter la condition, mais cet exemple-là va impliquer est-ce qu'un utilisateur est membre d'Amazon Prime ou non. S'il est membre, la livraison sera gratuite, sinon elle coûtera quelque chose. Alors, on a des décisions à prendre, on pourrait répéter des opérations, différents blocs unitaires, comme je disais tantôt, mais au final, l'algorithme, suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je veux vous amener l'idée que le JavaScript, ça va être le premier vrai langage de programmation qu'on va présenter. Et ce n'est pas pour être, vraiment picky, là, vraiment très prétentieux sur les termes que j'utilise. C'est pas pour diminuer ce qu'on a fait avec le HTML ni le CSS. C'est juste que le JavaScript, c'est le premier langage qui va nous permettre d'écrire des algorithmes. Le HTML, c'est un langage de balisage qui nous a permis de définir la structure de notre page, les éléments, leur contenu, leurs attributs. Le CSS, c'est un langage qui nous a permis de définir l'apparence de nos pages, le style, mais ni avec le HTML ni avec le CSS, on pouvait écrire des algorithmes. Avec le JavaScript, on va pouvoir. C'est un vrai langage de programmation. Ce qui fait en sorte que ce qu'on va présenter aujourd'hui au cours 6, au cours 7, au cours 8, les idées, les concepts vont se répéter d'un langage à un autre. Donc, quand on va parler du PHP, les mêmes concepts vont être présents parce que ce sont des langages de programmation. Contrairement au HTML, CSS, JavaScript, c'était différent d'une fois à l'autre, c'était complètement nouveau. Maintenant qu'on parle d'un vrai langage de programmation qui est le JavaScript dans ce cas-ci, quand on va apprendre les concepts plus fondamentaux, les variables, les types de données, l'algorithmie avec la condition, répétition, la séquence, on ne parlera pas de fonctions, mais si on parlait de fonctions, ça serait vrai, les objets, etc. Bon, mais ces concepts-là se répètent pour la grande majorité des langages de programmation. Okay? Ce qui sera spécifique, c'est la syntaxe. Peut-être qu'ici, il y aura un point-virgule, ailleurs, il y aura une majuscule, quelque chose comme ça. Mais les idées qu'on va apprendre là, se répètent et c'est ça qui est le plus important à comprendre quand on apprend la programmation. Ce sont les idées. Après ça, on peut les répéter de langage à langage, mais ce qu'on veut éviter comme erreur, je dirais que moi, je suis tombé dans le piège quand j'ai appris à programmer, ce qu'on veut éviter, c'est de seulement se préoccuper de la syntaxe. Dire, moi, je sais que si je mets un if-else, il y a les accolades, il y a la parenthèse, il y a ci, il y a ça. OK, c'est bien de le savoir, mais ce qu'on veut plutôt savoir, c'est pourquoi est-ce que j'utiliserai la condition. Quel genre de problème je peux solutionner avec la condition. Alors, essayez de garder ça en tête là, pour toute l'étude du JavaScript. Comme ça va vous aider avec les autres langages de programmation. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire avant de se lancer dans le code. On va faire une petite démonstration pour 2.1. Rien de très compliqué. Et ensuite, on passera à 2.2. Il y aura des démos et un exercice pour 2.2, mais en 2.1, on a seulement une démonstration. Je vais venir ici, bouton droit, sauvegarder, et je vais créer un fichier index.html
définir le template de base, dire qu'on définit ici démo 2.1, intro, JavaScript. Je mets ma balise méta pour la gestion des caractères, juste un petit peu de contenu visible. Je l'ouvre dans le navigateur. Je vais agrandir un petit peu. Oups, je ne suis pas dans ma fenêtre. J'agrandis un petit peu. Je reviens ici. Et on va commencer le JavaScript. Donc, la première chose qu'on va dire pour le JavaScript, c'est qu'on doit l'écrire à un endroit spécifique dans notre page. Et ça, c'est d'un point de vue conceptuel la même chose que le CSS. Pour écrire du CSS, ça nous prenait une balise style. Et ensuite, on a vu que la meilleure manière de procéder, c'est de lier un fichier CSS externe. Mais on ne pouvait pas simplement écrire du CSS à n'importe quel endroit dans notre page HTML. Et là, c'est la même chose pour le JavaScript. On va devoir définir un contexte, une zone dans laquelle on va écrire notre JavaScript. Et pour faire ça, ça va nous prendre la balise script. Alors, je vais écrire script. Je vais appuyer sur la touche Tab, qui est la touche de tabulation. Et là, il va y avoir du code décrit pour moi, type texte JavaScript. Et je vais venir à l'intérieur de ma balise script. À l'intérieur ici, je vais pouvoir écrire du JavaScript valide. Alors, je vais écrire une première commande qu'on va regarder ensemble. Bonjour monde. Et je vous montrerai après, si j'avais mis la même commande à l'extérieur de ma balise script, ça ne fonctionnerait pas. Puis après ça, on verra une meilleure méthode, une meilleure approche qui est d'extraire notre JavaScript dans un fichier externe comme pour le style. Mais une chose à la fois. Alors là, j'ai défini une zone dans laquelle je peux écrire du JavaScript avec ma balise script et j'écris ma commande console.log. Je vais sauvegarder et je vais venir dans Chrome, je vais rafraîchir ma page et je ne vois rien. Est-ce que ça a fonctionné? Si oui, comment je peux faire pour savoir que ça a fonctionné? Je reviens à mon code pendant un instant. OK, je vais mettre un peu de contenu visible. Contenu visible, ça c'est ce qu'on a fait avec le HTML. Je sauvegarde et je rafraîchis. Et pourtant, ma page semble être bien chargée. Maintenant, j'introduis une idée par rapport au JavaScript. Quand on va travailler en JavaScript, on va pouvoir faire toutes sortes d'opérations, des additions, on va mettre des conditions, on pourrait définir du texte, faire plein de choses. Mais, comment dire, nativement, ou si on ne fait rien de spécifique, le résultat de tout notre travail n'est pas affiché dans la page. Ce qui est affiché ici, c'est le HTML, c'est le contenu visible, ce qui est stylisé par le CSS. Mais le JavaScript, lui, il n'est pas affiché dans l'écran comme ça. Bien évidemment qu'on va être capable d'utiliser le JavaScript pour modifier nos éléments, modifier le style, comme on l'a vu avec Amazon tantôt. Quand on clique ici, telle chose se passe. Bon, le JavaScript va nous permettre de tout faire ça. On va arriver vers ça. Mais pour l'instant, tout ce qu'on va faire en JavaScript ne sera pas visible. Il n'y aura pas d'impact sur ce qui s'appelle le DOM, sur notre page, le HTML avec le CSS qui est attaché. Alors, on va devoir utiliser un outil qui est la console. Et la console va nous aider à diagnostiquer qu'est-ce qui se passe. Je vais faire une addition, je vais créer une chaîne de caractères, je vais avoir une condition if-else, et là, je vais vouloir savoir est-ce que je suis dans le if ou dans le else. Et pour y arriver, étant donné que mon JavaScript n'est pas affiché à l'écran comme mon HTML, je me sers de ce qui s'appelle la console pour loguer, pour écrire ce que je désire. Et je peux écrire ici du texte, mais je pourrais écrire OK, je suis dans telle branche de la condition. Je pourrais écrire le résultat d'une addition mathématique pour valider que les taxes ont bien été ajoutées au prix de base. Là, je vais faire console.log. Je vais afficher dans ma console un morceau de texte, juste pour voir que mon JavaScript s'est bien exécuté. Je sauvegarde ici. Elle est où cette console-là? Okay, je vais faire bouton droit. Là, je suis dans Chrome. Je vous encourage fortement à utiliser Chrome, mais si vous êtes dans Firefox, faites des recherches. Vous allez voir qu'il y a également une console. Vous pouvez l'ouvrir. Mais moi, je vais juste parler de Chrome ici. Quand je fais bouton droit, il y a l'option Inspecter ou Inspect en anglais. Je vais agrandir un peu ma fenêtre de droite avec commande plus. Le premier onglet, c'est Éléments. On en a parlé dans les cours 1 et 2, aussi un peu 3 et 4.
On a également utilisé la portion du bas avec les styles pour les cours 3 et 4 avec le CSS. Et là, on va regarder le deuxième onglet qui est la console. J'ai cliqué sur la console, agrandir juste un petit peu encore. Et dans ma console, je vois ce que j'ai mis à l'intérieur du console.log, le bonjour monde. Et ça, c'est très mélangeant, je dirais, pour plusieurs personnes qui débutent en programmation JavaScript. C'est des questions que j'ai souvent. Les gens ils me disent « Mais ça me sert à quoi d'avoir mis ça dans ma console? » C'est une excellente question. Fondamentalement, ça ne donne rien de mettre ça dans la console. Quand vous allez livrer votre application en production, la console ne sert à rien parce que les gens naviguent dans votre page web. Par contre, la console, c'est le meilleur ami du programmeur parce que vous pouvez faire vos tests, vous pouvez diagnostiquer ce qui se passe dans votre application en envoyant des messages dans ce log-là, ce registre-là. Alors, vous voyez toute la séquence d'exécution de votre programme et c'est un outil, un incontournable quand je programme en JavaScript, c'est-à-dire tous les jours, ma console est toujours ouverte. Et je vais exécuter mon programme, je vais mettre des console logs à des endroits spécifiques pour pouvoir voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon programme? C'est quoi la valeur de ma variable à cet instant-là? Est-ce que j'ai été dans telle branche de la condition ou telle autre branche? Donc, la console, c'est un outil pour comprendre ce qui se passe, pour diagnostiquer. Mais ce n'est pas dans la console éventuellement qu'on va vouloir effectuer les modifications. Okay? Quand on sera rendu au cours 7 et 8, ce qu'on va vous souhaiter faire, c'est avoir un impact directement sur la page. Dire « masque le menu, affiche une fenêtre modale » ou « récupère la valeur du champ, va l'ajouter ailleurs ». Donc, on va réussir à interagir avec notre page web qu'on appellera, qui s'appelle plus précisément le DOM. On va réussir à interagir avec le DOM en temps et lieu, mais là, on commence avec la console. C'est ce qui est plus facile à faire. Alors, je reviens à ça. On a défini une zone dans laquelle on peut écrire du JavaScript et à l'intérieur, on a écrit une première ligne de code. Je pourrais en avoir plusieurs autres, je pourrais avoir autant de lignes de code que je le désire. Et cette première ligne de code-là nous a montré qu'on peut se servir d'un outil qui s'appelle la console pour écrire qu'est-ce qui se passe dans notre application. Okay? Pour nous aider à diagnostiquer, à voir l'exécution de notre programme plus en détail. Maintenant, si j'avais écrit le console.log ici, ceci est un test. Vous allez voir, étant donné que je n'ai pas mis ma commande JavaScript dans un contexte JavaScript, vous allez voir ceci comme du contenu visible. Je rafraîchis. Console.log, ceci est un test. Et rappelez-vous, là, en HTML, on a beau faire un saut de ligne dans l'éditeur, ça ne fait pas un saut de ligne dans la page. Alors, je pourrais mettre un saut de ligne ou je pourrais simplement mettre chacune des lignes dans un paragraphe aussi. Voilà. Alors ça, ce n'est pas exécuté comme du JavaScript, c'est simplement envoyé à l'écran comme du contenu visible. Je vais l'enlever maintenant. Je reviens. On va passer à une autre étape. Okay, ça en fait beaucoup, alors prenez le temps d'écouter la capsule, appuyez sur pause, faites des tests. Okay, je vous encourage à l'essayer en même temps que je le fais et il y aura un exercice un peu plus concret en 2.2 tantôt. Dernière étape pour 2.1 avant qu'on fasse un récapitulatif, on va prendre le code et l'extraire dans un fichier de JavaScript, un fichier applicatif JavaScript. Alors, dans Démo ici, je vais faire bouton droit Nouveau fichier. Souvenez-vous, avec CSS, on appelait nos fichiers style.css ou n'importe quoi.css. Maintenant, JavaScript, okay, le standard pour le cours, ça va être d'appeler ça app.js, mais l'important, c'est de donner une extension .js pour JavaScript. Alors, je crée un fichier JavaScript, je sauvegarde, je reviens ici dans index.html. Je vais faire comme pour le CSS. Je vais prendre ce qui vient à l'intérieur de ma balise script, mais en excluant la balise elle-même. Et je vais venir mettre le code dans mon fichier JavaScript. Donc, j'ai extrait ma commande. Je pourrais en avoir plein d'autres. Je pourrais avoir 1000 lignes. Ça n'a pas d'importance. Je ferai l'extraction de toutes mes lignes dans un fichier externe. Et je reviens ici. Et pour vous montrer là, que ça ne fonctionne plus, je vais sauvegarder, rafraîchir la page. Ma commande a été perdue dans la console. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter un attribut. On se souvient que ça s'appelle un attribut.
Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a vu dans les cours 1 à 4, ça va nous servir. Je vais ajouter un attribut source, SRC, et spécifier la source du fichier à utiliser. Je vais aussi aller mettre la balise de fermeture sur la même ligne. Alors, j'ai ma balise script, et étant donné que c'est un fichier externe, j'utilise mon attribut source que je n'utilisais pas tout à l'heure. Je vais sauvegarder, rafraîchir ma page, et je retrouve dans ma console l'écriture de Bonjour monde. Je reviens ici. Ça, c'est ce qui se passe. Ma balise script qui pointe vers un fichier app.js. Dans app.js, j'écris dans ma console une commande. Okay? Prenez le temps de digérer ça. C'est pas si simple que ça de comprendre tout ce qui vient de se passer. Je dirais que, un peu comme je l'ai mentionné tantôt, la portion la plus subtile, c'est le questionnement pourquoi je me servirais de la console. Donnez-vous le temps d'arriver à ça. Quand on aura des programmes plus complexes et que vous aurez besoin de comprendre exactement la valeur de certaines variables à certains endroits ou la branche qui a été utilisée ou qu'est-ce qui se passe dans une boucle où vous répétez des consignes, la console va prendre tout son sens. Maintenant, je vais faire une petite démo supplémentaire juste pour vous montrer vers où on va aller. Mais ça, ce n'est pas important de comprendre les détails syntaxiques pour l'instant parce qu'en fait, on va faire ça avec du jQuery au cours 7 et au cours 8, quand on va tout mettre ensemble, on va également se servir de jQuery. Mais là, je vais faire quelque chose. Je vais dire que j'ai une division avec un certain attribut ID. Je vais donner la valeur de ma division. Okay. Pour l'instant, je vais juste enlever ceci. Sauvegarder, il n'y a rien. Okay. Pour l'instant, il n'y a rien dans la division. Mais je vais vous montrer comment le JavaScript, et là, comme j'ai dit, ça, on va faire ça en fait avec du jQuery au cours 7 et 8, mais je vous montre qu'à la base, c'est du JavaScript qui permet de faire ça. Comment le JavaScript va nous permettre d'aller interagir avec le DOM. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais venir ici et je vais dire que dans mon document, mon document, ça c'est l'objet qui représente mon DOM, qui est au niveau le plus élevé. Je vais aller chercher un élément par son identifiant. Alors, getElementById, et je récupère ici le ID. Alors, je vais aller chercher un élément par son identifiant, qui est ma div, et je vais l'assigner. Et là, tout ça, là, comme je le répète, c'est vraiment important de le comprendre. Ce n'est pas important de comprendre la syntaxe de ce que je fais pour l'instant. Ce qui est important, c'est juste de voir que le JavaScript va nous permettre de faire plus que juste des consoles.log. Okay, donc, c'est une démo seulement. Oubliez la syntaxe de la ligne 1. Je vais appeler ça ma division. Alors, j'ai récupéré mon élément à partir de JavaScript et je vais être capable de le modifier à partir de JavaScript également. Ma division.innerHTML, il y a plusieurs façons de faire ça, est égal à ceci est un test. Sauvegarder. Sauvegarder. Alors, vous êtes d'accord, il n'y a pas de contenu visible au moment de charger la page dans la division, mais avec des commandes JavaScript, on va être capable de récupérer un élément et de le modifier. On a accès à ce qui s'appelle le DOM pour interagir avec les éléments et le style associé aux éléments. J'ai tout sauvegardé, je rafraîchis la page et là, je vois magiquement « Ceci est un test ». Okay, le « Ceci est un test », pardon, meeting de job. « Ceci est un test », ça vient de cette commande-ci en JavaScript. Alors, c'est vers là qu'on va aller. Okay, je voulais juste vous montrer qu'on ne fera pas juste des consoles.log. C'est vers là qu'on va aller. On va vouloir modifier notre page et son apparence. Mais pour l'instant, on doit se contenter du console.log pour les cours 5 et pour les cours 5 et 6 avant d'arriver au cours 7 où on va se servir d'une librairie JavaScript qui va nous aider à interagir avec les éléments, avec le DOM. Dernière petite mention, pour le cours 5, quand vous arriverez à la section 2.4, vous allez voir qu'il y a une démo un peu plus intéressante que celle que je viens de faire. Et là encore,
Okay? C'est pour vous rassurer qu'on ne fera pas juste de la console. J'insiste vraiment là-dessus parce que je sais que quand on apprend la programmation ou quand on apprend n'importe quoi, si on n'a pas l'objectif final en tête, si on ne comprend pas le pourquoi on apprend quelque chose, ça devient difficile à apprendre. Alors, je veux vraiment vous donner un peu plus de contexte par rapport à ce qu'on va faire avec JavaScript. Donc, 2.4 pourra vous aider à avoir une meilleure idée du rôle de l'interactivité et un peu du dynamisme aussi. Je fais le tour de la démo, de la description ici, m'assurer qu'on a tout couvert. Amazon, c'est fait. On a fait la nuance sur le langage de programmation, sur l'algorithmie. Ça, c'est beau. On a dit qu'en HTML et en CSS, il n'y avait pas cette notion-là d'algorithmie. On a parlé de la balise appropriée script. Un fichier externe, on a montré ça. OK. Quelque chose que je n'ai pas dit qui est important, c'est que dans le cadre du cours, nos balises script, parce qu'on pourrait en avoir plus qu'une, on pourrait avoir une balise script vers, exemple, jQuery, une balise script vers notre code, on pourrait en avoir d'autres. Donc, nos balises script devront toujours aller à la fin du body. Je pourrais avoir plein d'éléments ici, avoir une table avec un t-head, t-body, je ne vais pas mettre les éléments à l'intérieur, je pourrais avoir un formulaire, d'autres choses. Et à la fin du body, juste avant de fermer le body, j'aurai mes balises script. Alors, pour le cours, je dis bien pour le cours, vous devez mettre vos balises script à la fin du body. Bien évidemment qu'il y a d'autres manières de fonctionner. On pourrait les mettre au début du body ou à la fin du head, mais pour faire ça, il faudrait connaître, je dirais, certaines fonctions qui permettent de tester est-ce que ma page a été rendue au complet. Parce qu'on veut exécuter le JavaScript une fois que le DOM a été chargé au complet. On ne veut pas exécuter le JavaScript et ensuite charger le DOM. C'est pour ça que dans le cours, on les met à la fin du body. C'est la manière la plus simple de s'assurer que le DOM a été lu et créé. OK, mais il y aurait d'autres manières de faire ça, mais je ne veux pas entrer dans ces détails-là pour le cours parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Alors, mettez vos balises script à la fin du body et ça va régler tous les problèmes. Je vais effacer ceci, sauvegarder, juste remontrer que ça fonctionne. Bonjour monde, c'est beau. Ça, c'est beau. Script à la fin du body. Si on expliquait qu'on ne verrait pas nativement le résultat du code dans la fenêtre, mais on pourrait utiliser des méthodes pour interagir avec le DOM. D'ici là, on a la console. Ça, on en a parlé en détail. Le console.log, on en a parlé aussi. Approche à préconiser, script externe. Ça, c'est beau. Si vous voulez juste faire des tests, mais ce n'est pas un livrable, vous pouvez aussi utiliser la balise script directement dans le HTML. Et ça fait le tour de la démonstration 2.1 et des explications là, qui font un peu un contexte du JavaScript, qui forment le contexte plutôt. Démo, la console, on a fait la démo. Mention importante, vous devez utiliser le point-virgule en JavaScript. Il y a des exceptions. Quand on écrit une condition if, il n'y a pas de point-virgule à la fin de la première ligne où il y a la collade d'ouverture. Il n'y a pas de point-virgule à la ligne à laquelle il y a la collade de fermeture non plus. Mais on va présenter ces exceptions-là. Sinon, pour toutes les autres lignes de commande JavaScript, vous devez utiliser le point-virgule. Et même si le code fonctionne sans point-virgule, ça demeure une meilleure pratique. Chez Shopify, à titre d'exemple, on doit toujours mettre le point-virgule. Il y a également des documents de Google qui indiquent qu'on doit mettre le point-virgule. Alors, c'est une meilleure pratique au même sens que l'indentation du code. Ce n'est pas parce que le code fonctionne que c'est bien fait nécessairement. Alors, habituez-vous de mettre le point-virgule. Ça, on en a parlé. OK. Ça fait le tour pour 2.1. C'est la mise en contexte. J'espère que ça va vous aider avec la suite des choses. Je pense que s'il y a une chose à vraiment bien retenir de ce qu'on a dit en 2.1, c'est que pour le reste du bloc 2, la meilleure manière d'approcher ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'aller chercher les concepts, de bien comprendre les concepts, les idées, de vous poser des questions plus profondes que de simplement appliquer une syntaxe. Okay? Plus vous allez faire ça, plus votre compréhension sera profonde, comme je l'ai dit, et plus elle sera réutilisable pour apprendre de nouveaux langages. Alors, merci beaucoup de votre écoute. On va se revoir dans la capsule 2 où on va parler des variables et de différents types de données. Merci, à plus.